On en entend énormément parler depuis quelques semaines, mais très peu de personnes savent réellement ce qu'est la liste positive. Ce qui n'était qu'un projet de loi il y a encore 2 semaines est désormais une loi à part entière. En effet, l'intégralité du texte a été promulguée le 30 novembre et l'ensemble des mesures est applicable depuis cette date. Je vous propose aujourd'hui cette petite vidéo pour voir ensemble l'impact réel que va avoir cette réglementation sur nous, les passionnés et détenteurs d'animaux d'espèces non domestiques. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Passion Tropicale. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, je ne vous propose pas forcément de vous abonner à la chaîne, ce que je veux c'est diffuser un message. Au départ je ne souhaitais pas du tout aborder ce thème dans une des vidéos, simplement parce que je trouvais que le sujet était plutôt pas mal abordé par plusieurs chaînes YouTube, je pense notamment à l'œil du Celte ou au Petit Python. Mais voilà, j'ai reçu énormément de messages, sur Messenger notamment, mais aussi par mail, où la question de fond était toujours la même. Est-ce que nous, les éleveurs d'insectes et d'arthropodes, allons être concernés par cette réglementation? Eh bien, la réponse est oui. Comme je viens de vous le dire, la loi visant à lutter contre la maltraitance animale a été promulguée le 30 novembre. Je sais déjà ce que vous êtes en train de vous dire. Ça ne nous concerne pas, nous sommes passionnés d'animaux. Nous aussi, nous sommes contre la maltraitance animale, contre les élevages intensifs, contre la souffrance aux animaux. Je suis complètement d'accord avec vous. Je suis passionné et j'aime mes animaux. Je veux ce qu'il y a de meilleur pour eux. Mais l'association Code Animal, à l'origine de la liste positive, n'est pas du tout du même avis. Alors après s'être attaqué au cirque, au zoo, notre tour est arrivé. Nous les terrariophiles, aquariophiles, éleveurs d'oiseaux. Nous sommes jugés et considérés comme des tortionnaires aux pratiques barbares, simplement parce que nos animaux ne sont pas considérés comme domestiques. Je vous laisse tout de suite écouter les propos sans équivoque d'Alexandra Morette, la présidente de l'association Code Arrête de la Animal. détention de tous les animaux sauvages chez les particuliers, ça c'est une certitude. L'idée de la liste positive, dans un premier temps, c'est de restreindre pour ensuite derrière potentiellement interdire toute la détention. Ce qu'il est important de préciser aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas les derniers dans leur collimateur. Ce que veut réellement l'association Code Animal, comme indiqué subjectivement sur leur site, c'est la fin de la captivité des animaux. La fin de la captivité tout court, pas uniquement des animaux non domestiques. Aujourd'hui, il est important de diffuser le message au plus grand nombre, à tous les détenteurs d'animaux. Lapins, chevaux, colombes, poissons rouges, cochons d'Inde, chiens ou chats. Aujourd'hui, vous n'êtes pas concernés. Mais bientôt, Mais votre de tour manière très viendra. pragmatique, si on arrive dans la proposition de loi en disant demain on arrête tous les animaux chez les particuliers, c'est... Vous venez de l'entendre. L'objectif à court terme est bien d'interdire totalement la détention de tout animal. Je suis vraiment désolé pour tous les amis des animaux qui, en signant cette pétition, pensaient simplement aider les animaux en détresse. Mais on vous a berné. On reviendra un petit peu plus tard sur leur procédé de manipulation plutôt bien rodé. Mais voyons d'abord ensemble ce qu'est réellement la liste positive. Alors en fait c'est plutôt simple, c'est simplement une liste sur laquelle figureront toutes les espèces autorisées à la détention. En gros, si une espèce y figure, nous pouvons la maintenir. Si elle n'y figure pas, elle est soumise à certificat de capacité et autorisation d'ouverture d'établissement. Jusqu'alors, nous étions plutôt sur un modèle de liste négative. C'est tout à fait l'inverse. Toutes les espèces en danger, potentiellement menacées ou dangereuses figurent sur cette liste négative et sont donc soumises à certificat de capacité et autorisation d'ouverture d'établissement. Toutes les autres espèces qui n'y figurent pas sont autorisées, elles, à la maintenance, par n'importe qui, sans diplôme, sans formation. Sur ce point, je suis un petit peu d'accord avec les associations animalistes, cette liste est relativement fourre-tout et elle présente quelques lacunes. Toutefois, d'autres réglementations, qu'elles soient françaises, européennes ou internationales, viennent compléter le dispositif et permettent de protéger les animaux, les écosystèmes et les humains. Cette liste positive n'est donc pas une si mauvaise idée que ça dans le fond. Mais le gros problème, ce sont les critères d'apparition ou non d'une espèce sur cette liste, ce qui rend le dispositif complètement fou et totalement aberrant. Et telle qu'elle est inscrite dans la loi actuellement, elle est en mesure de faire interdire tous les animaux qui ne sont pas sur cette liste à court terme, mais aussi tous ceux qui y sont à long terme, puisqu'elle peut être révisée tous les 3 ans pour y ajouter ou y soustraire une ou plusieurs espèces. Alors on n'est pas fou et on se doute que la maintenance de serpents venimeux nécessite une formation adéquate,
une solide expérience, une rigueur implacable. On sait aussi qu'on ne va pas aller chercher un panda en Chine alors que les effectifs sont très faibles. D'ailleurs, de nombreux textes de loi nous protégeaient déjà de ces dérives, comme la Convention de Washington, les lois de 2006 et 2018, l'exigence des certificats de capacité en France et dans des dizaines de pays. Pour qu'une espèce puisse apparaître sur cette liste positive, elle devra remplir l'un des 4 critères suivants. La détention ne doit pas avoir d'impact négatif sur l'animal. Les animaux ne doivent pas devenir un danger pour la sécurité humaine. Bon, jusque-là, tout est logique. Pas de dauphin dans une baignoire et pas de pangolin positif au Covid dans le salon. Heureusement qu'on ne nous prend pas pour des cons. Alors pour moi, les 3e et 4e critères vont ensemble. Les animaux ne doivent pas produire d'impact négatif sur les écosystèmes locaux et ils ne doivent pas avoir d'impact négatif sur la faune sauvage, par destruction ou hybridation. Et rien qu'avec les 2 critères qui viennent d'être énoncés, la quasi-totalité des animaux que nous possédons en élevage peuvent venir à être interdits, qu'ils soient domestiques ou non d'ailleurs. En effet, comment peut-on anticiper l'impact que va avoir un animal ou un végétal sur un nouvel écosystème sans y être confronté au préalable ? Et personnellement, j'irais même plus loin. L'introduction d'un nouvel animal ou d'un nouveau végétal dans un nouvel écosystème est forcément négative pour celui-ci. Je vous rappelle que nos chiens et chats sont des prédateurs et que personne ne peut certifier à 100% que son animal est inoffensif. Nous avons aussi permis, sans le vouloir, l'invasion de nombreuses espèces. Le seul moyen d'être certain à 100% que nos animaux n'auront pas d'impact négatif sur l'environnement, ça serait d'interdire totalement leur maintenance, animaux domestiques ou non. Nous venons de le voir, même nos chiens et nos chats sont dangereux pour les écosystèmes. Alors sommes-nous prêts vraiment à arriver à une telle extrémité ? Je vous rappelle que nous sommes des humains et que nous avons commencé à domestiquer des animaux il y a plus de 15 000 ans. Et vraisemblablement, notre histoire avec le loup aurait commencé il y a plus de 40 000 ans. Alors moi, personnellement, depuis que j'ai 2 ans, je vis avec des animaux. Donc forcément, on ne pourra pas me les enlever aujourd'hui. Aujourd'hui, je possède principalement des insectes, tous inoffensifs. Mais si demain on m'impose un certificat de capacité pour pouvoir les maintenir, j'en profiterai pour ajouter 2 ou 3 espèces qui me font envie depuis très longtemps, des espèces un peu moins conventionnelles, un peu plus dérangeantes. Comme je l'ai dit plus tôt, cette idée de liste positive est apparue dans un texte contre la maltraitance animale, un peu comme pour passer inaperçu, presque invisible pour nos députés et nos sénateurs. Comme on peut le voir sur ces documents de l'Assemblée nationale, tout un ensemble de mesures est passé dans cette loi, comme la fin programmée des animaux dans les cirques, l'interdiction de vente de chiens et de chats en animalerie, l'interdiction de vente d'un animal à un mineur, des mesures bien insipides pour la plupart, d'autant plus que cette loi ne mentionne à aucun moment les élevages industriels, les abattages rituels ou encore les corridas. On peut quand même noter quelques avancées, comme la fin des delphinariums ou l'augmentation des peines en cas de zoophilie ou de maltraitance, mais rappelons que ces peines n'étaient jamais appliquées en totalité jusqu'à présent. J'ai parlé de manipulation de la part de Code Animal tout à l'heure, mais pour comprendre comment cette association a réussi à influer sur une loi, il faut comprendre qui représente cette association. Pour ce faire, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre sur leur site internet ou de taper le nom de la présidente de cette association sur Google. Ils l'écrivent eux-mêmes noir sur blanc sur leur site. Ils ne font pas grand-chose, à part communiquer directement avec les décideurs de notre pays, les députés, les sénateurs, les ministères. N'importe quelle association qui voudrait être crédible diffuserait le nom de ses adhérents ou au moins de ses soutiens. Mais ici, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Alors comme on peut le voir sur leur site, en fait, c'est une association qui compte 19 membres. Il suffit de les compter, tout est écrit. Alors ils sont 19 et ils parlent au nom d'une majorité des Français. Étrange. Ils se disent soutenus par 87% des Français, et pourtant lorsqu'ils éditent une pétition, ils n'obtiennent que 57 000 signatures. Bon, on en parlera dans la vidéo de la semaine prochaine, mais apparemment les maths et les calculs, c'est pas trop leur truc. Alors pour rappel, nous sommes 8 millions de détenteurs d'animaux en France. Nous sommes 8 millions, ils sont 19. Comment nos députés et nos sénateurs ont-ils pu se faire berner à ce point par 19 personnes ? Ils sont censés représenter la majorité. En toute vraisemblance, ils ont dû agiter leur pétition avec 56 000 signatures. D'ailleurs, 56 000. Comment ont-ils pu faire pour réussir à avoir 56 000 signatures alors que personne ne les soutient ?
Le texte joint à cette pétition est totalement faux. Ils ont berné les gens. Tout ce qui n'est pas faux est en tout cas très exagéré. On commence très fort en disant qu'il n'existe pas de définition précise sur ce qu'est un nouvel animal de compagnie, et on ajoute qu'il semblerait que ce soit tous les animaux qui ne soient pas des chiens ou des chats. On peut donc penser aux chevaux, aux moutons, aux vaches, aux pigeons. Et on laisse surtout sous-entendre qu'il pourrait s'agir d'animaux très dangereux, comme des crocodiles, des cobras ou des lions. On ajoute une pseudo-vérité en disant que les nacs peuvent être des animaux protégés ou menacés. Alors effectivement, il y a aujourd'hui en captivité quelques espèces qui font partie de cette catégorie, mais il s'agit d'anciennes souches qui ont été collectées il y a plusieurs décennies et qui sont élevées et reproduites depuis ce temps. On continue en ajoutant que personne ne connaît les besoins biologiques et psychologiques des animaux, alors que ceux-ci sont en captivité depuis des décennies. Par exemple, l'espérance de vie en captivité du serpent des blés est plus que triplée par rapport à ce qu'il pourrait vivre dans la nature. Allez, celle-ci c'est ma préférée, on parle un petit peu de Covid, un petit peu de zoonose, on essaye de faire peur au maximum de personnes en disant que nos animaux sont des bombes à retardement, qu'ils sont pleins de virus, de bactéries, qui vont faire mourir toute l'humanité. On continue, toujours dans le mensonge et dans l'exagération, en disant que nos animaux peuvent devenir des espèces envahissantes, et qu'ils le deviendront d'ailleurs, alors qu'on sait pertinemment que le commerce des végétaux est responsable à lui seul de 95% des intégrations d'espèces envahissantes dans notre pays. Allez, on rajoute un petit peu de trafic d'animaux par-dessus, si t'as un lézard chez toi, c'est forcément parce que t'es prêt à braconner de l'éléphant en Afrique. Bien entendu, élever une menthe exotique chez toi te rend responsable de la 6e extinction de masse, alors qu'on sait pertinemment que le problème vient de l'extension de nos activités humaines. Et pour finir, on laisse sous-entendre que le Covid aurait pu être évité si la liste positive avait été en place. Maintenant, après avoir lu ça, on comprend mieux pourquoi 57 000 personnes ont réussi à signer cette pétition. Simplement, ils n'étaient pas informés et on leur a menti. Alors aujourd'hui, la loi est applicable, toutefois, elle ne peut pas être réellement appliquée pour le moment. En effet, il va falloir un petit peu de temps au ministère de l'écologie pour rédiger cette liste. D'ailleurs, on ne sait toujours pas qui va réellement la rédiger puisque la loi précise simplement qu'il s'agira d'experts compétents. Toutefois, ce que nous pouvons faire à notre échelle, c'est écrire à nos députés, nos sénateurs, leur envoyer des courriers, simplement leur préciser les animaux que nous détenons, ceux qui doivent figurer sur cette liste positive. Peut-être, espérons-le, qu'ils pourront influer sur celle-ci. Alors s'il vous plaît les amis, si vous écrivez à vos députés, surtout soyez réalistes et modérés. On ne va pas ajouter les dragons de Komodo sur la liste. Notre but, c'est de pouvoir continuer à maintenir nos animaux, ceux qu'on possède déjà, les espèces les plus classiques, les moins dangereuses. Mais ce qu'il faut absolument, c'est que toutes les espèces concernées soient inscrites sur cette liste. Comme je vous l'ai dit, si l'espèce n'est pas inscrite, on ne peut pas la maintenir. À titre d'exemple, chez les phasmes, si seule l'espèce Phyllium giganteum est inscrite, nous ne pourrons maintenir aucune autre espèce de Phyllium. Il faut que ce soit clair, il faut déposer la liste de toutes les espèces. Alors personnellement, j'ai déjà envoyé une liste assez conséquente à plusieurs députés qui comprend notamment 312 espèces de phasmes, 22 espèces de menthes, 18 espèces d'isopodes, etc. J'ai essayé d'être le plus vaste possible. Pour tous les aquariophiles, les terrariophiles, les éleveurs d'oiseaux, je vous invite à faire de même. Surtout, faites un petit courrier à vos députés. C'est les seuls qui peuvent encore peser dans la balance et nous permettre de continuer à vivre nos passions. Donc cette loi a été propulsée et mise en avant par une association complètement folle avec des représentants qui ne connaissent absolument rien aux animaux, qui ont des discours complètement aberrants, incohérents, à la limite de la folie. Donc je suis déjà en train de travailler aujourd'hui sur la vidéo de la semaine prochaine, une vidéo qui va reprendre point par point une interview d'Alexandra Morette, la présidente de l'association Cas d'Animal, une interview qui est pleine de non-sens, de contradictions, de prises de position complètement folles. Et je ne vous le cache pas, cette seconde vidéo, elle aura un seul but, discréditer complètement l'association Code Animal et permettre à nos politiques d'ouvrir un petit peu les yeux sur ses représentants. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans cette réglementation. Je vous souhaite à tous de très bons élevages et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Alexandra Morette, présidente d'association Code Animal.